on est faite pour être entrepreneur en tant que femme. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat nous permet déjà d'être alignés avec nos valeurs, de ne pas aller à l'encontre en fait de ce qu'on veut être, d'être nous-mêmes. Et c'est ça aussi être biologiquement femme. Même sur mes réseaux, je parle énormément de sport parce que c'est très lié. Comme tu dis, c'est le processus de réflexion et l'atteinte des objectifs est exactement le même pour le sport comme pour le business. Pour moi, la liberté que l'entrepreneuriat m'apporte, c'est la liberté d'être soi-même en fait. Et je pense que déjà rien que ça, c'est un luxe, d'être en fait. C'est la liberté d'être, de faire, de parler comme tu veux, de t'habiller comme tu veux. Aujourd'hui, je peux aller à un rendez-vous en basket, il n'y a personne qui me dit « mais pourquoi tu es en basket ?» Et en fait, j'ai compris quelque chose qui marche aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est l'authenticité, la vulnérabilité et de ne pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Quand tu as du recul, tu te rends compte que les problèmes font partie du processus, les imprévus font partie du processus. Et je dis souvent aussi, tu peux ralentir, mais tu ne t'arrêtes pas. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Néologisme et aujourd'hui on va parler entrepreneuriat, mais entrepreneuriat d'une autre manière. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Zineb, une femme entrepreneur, qui va nous expliquer en fait c'est quoi d'être une femme entrepreneur. Sur les réseaux sociaux, elle est connue sous le nom Lady Z. Elle va nous parler de son programme et de comment elle a fait pour en arriver là. Zineb, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, je suis ravi de te recevoir. Pareillement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Alors moi, c'est Zineb et je suis plus connue sous le nom de Lady Z sur les réseaux sociaux. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis présente sur les réseaux sociaux. Donc je suis entrepreneur et investisseur. Et ce que je fais actuellement, c'est que j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Lady Boss Booster, qui rassemble des femmes entrepreneurs pour développer leur business en ligne. Et ça fait 12 ans que je suis dans le business. Et donc en fait, c'était la suite logique de transmettre mes connaissances et d'accompagner, de mentorer, d'inspirer des femmes qui sont en quête de sens et de liberté via le business. Mais c'est génial ça. Et dis-moi, comment tu as fait pour en arriver là ? Longue histoire. Par où commencer? Alors, déjà, j'ai eu un parcours très classique. Je suis née, j'ai grandi au Maroc et j'ai fait mes études entre le Maroc et les États-Unis. Donc, on m'a un peu matrixée, comme un peu beaucoup de personnes de ma génération, à aller avoir une tonne de diplômes, de trouver le bon CDI et voilà, d'évoluer au sein d'une société. Et c'est ce que j'essayais de faire parce que je ne m'écoutais pas assez. Et au final, j'ai fait 7 ans d'études. Donc, j'ai eu un diplôme d'ingénieur aux États-Unis, enfin, entre le Maroc et les États-Unis. Et par la suite, j'ai fait un master à l'ESSEC à Paris. Et j'ai commencé à travailler. C'est là où j'ai compris que ce n'était pas la vie que je voulais réellement. Je commençais à chercher. À l'époque, il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux. On n'était pas aussi éveillés, en fait, et ouverts à l'entrepreneuriat. On ne savait pas trop ce qui se passait, comment les gens devenaient riches, comment les gens devenaient libres. Et j'ai commencé à beaucoup voyager, à beaucoup interagir avec des personnes qui avaient la vie que je voulais. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait une autre voie. Et donc, j'ai travaillé très dur. J'ai pris des risques dans ma vie. J'ai lancé des business. J'ai perdu, j'ai gagné. Et 12 ans plus tard, aujourd'hui, je suis libre et entrepreneur. C'est vrai qu'à l'époque, les gens qui montaient leur entreprise, c'était des gens qui étaient en situation d'échec. Soit je ne trouvais pas de travail, mais qui n'étaient pas liés à l'opportunité. Dans quel pays tu as pu voir qu'en fait, il y avait des modèles qui étaient différents de ça ? Clairement les États-Unis. Quand j'ai commencé à quand je suis allée là-bas pour faire mes études, j'ai compris qu'il y avait un autre monde, qu'il y avait une autre mentalité et les tabous n'étaient pas présents dans ce genre d'écosystème. Et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur ce qui était faisable. Et aussi, je vais rentrer un peu plus dans les détails du fait que je sois une femme née au Maroc. Et on est encore plus amené à être endoctrinée, mise dans des cases, malheureusement, parce qu'une femme, c'est censé faire des enfants, cuisiner pour son mari, prendre soin d'elle et de sa famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais on est plus que ça. Et c'est ce que, en fait, aujourd'hui, sur mes réseaux, j'essaie un peu de défendre, de dire que les femmes sont intelligentes, les femmes peuvent aussi être riches sans dépendre d'un homme, les femmes peuvent aussi se créer leur propre liberté. Je suis un peu la voix controversée, en fait, d'une culture, d'une mentalité dans laquelle moi, j'ai grandi. Voilà. Je comprends, ouais. C'est vrai que dans l'éducation, en général, les hommes, on leur apprend à être des guerriers, à gérer du risque et à prendre des risques.
Après, c'est normal, c'est biologique, il y a la testostérone. Les femmes, c'est plus de l'oestrogène, on leur apprend le côté sécurité, sois une bonne élève, présente-toi bien. Comment tu fais pour casser ce paradigme-là? Alors attention, ce n'est pas simple parce que biologiquement, comme tu dis, on n'est pas fait pour être des guerrières. On n'est pas faite pour être des guerrières. Ça, c'est vrai, c'est réel. Et je le ressens par moments. Donc je suis toujours partagée entre la femme qui a besoin... Enfin, je dois en fait être douce, présente émotionnellement, à l'écoute. Et à côté de ça, mon indépendance, on va dire que ce n'est même pas un choix. C'est une obligation aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le choix entre être salarié dans une entreprise pour gagner ma vie et être entrepreneur libre, aligné. Et moi, je dis souvent à mes élèves et à mes clientes du programme Lazy Boss Booster, on est faite pour être entrepreneur en tant que femme. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat nous permet déjà d'être alignés avec nos valeurs, de ne pas aller à l'encontre en fait de ce qu'on veut être, d'être nous-mêmes. Et c'est ça aussi être biologiquement femme. C'est ne pas essayer d'être autre chose que ce qu'on a envie d'être. Et souvent, quand on est salarié, on est mise dans des cases, on nous dicte ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes qui travaillent, qui sont très malheureuses, parce qu'elles sont déconnectées en fait de leur sens profond. Et l'entrepreneuriat vient encourager ça. Donc, je ne dis pas qu'il faut être entrepreneur guerrier quand on est une femme. Et c'est ça la différence entre une entrepreneur femme et un entrepreneur homme. Mmh. Il ne faut pas être guerrier, chasser, souffrir, avoir l'ambition de faire des millions, des milliards, non. Mais être entrepreneur pour la liberté d'être soi-même, en fait, et d'être aligné avec ses valeurs. C'est vrai qu'il y a différents modèles. Et une des problématiques qu'on voit, c'est que tu n'as pas énormément de modèles entrepreneurs féminins qu'on peut prendre en exemple. Quand tu veux te lancer dedans, tu vas prendre des exemples, Bill Gates, Steve Jobs. Totalement. Des modèles qui vont être vraiment combattants, guerriers. Et les femmes ont d'autres atouts et une autre manière de faire. J'en connais plein autour de moi, qui sont capables de faire des choses que les hommes ne feront pas. D'où la compatibilité. Ma question, là, quand tu parles de salariat, est-ce que tu penses que tout le monde ressent ce besoin-là de quitter le salariat? Alors, très bonne question. Je pense que les gens qui ne ressentent pas le besoin ne se sont pas posé la question. Je vois pas mal de personnes autour de moi, notamment dans mon programme, parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes à devenir entrepreneurs. Donc, j'observe tout type de comportement, tout type de questionnement, de doute. Et en fait, la différence entre les personnes qui passent à l'action afin de lancer et développer leur business et les personnes qui restent dans leur zone de confort, c'est juste, la peur de l'inconnu. Donc, forcément, le cerveau choisit le connu certain plutôt que l'inconnu incertain. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ne se posent même pas la question. Elles ne savent pas qu'il y a un autre monde, en fait, en dehors de ce qu'elles vivent actuellement. Et moi, mon rôle, en fait, c'est justement, comme on dit, c'est le prospect problème conscient, solution consciente, etc. C'est un peu ça. C'est que j'ai différents types de prospects, différents types de profils, et j'observe justement cette différence. Donc, je te donne un exemple. Une personne de ma famille, elle est dans sa zone de confort, elle est en CDI, et quand je lui parle de business, pour elle, c'est tellement lointain, c'est tellement impossible à atteindre que forcément, elle préfère ne pas se poser la question. Mais quand tu lui poses la question sur son CDI, qu'est-ce que son CDI lui apporte, est-ce que le lundi matin, elle y va avec le sourire, est-ce que le dimanche soir, elle est excitée à l'idée en fait, de commencer la semaine? Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est aussi, j'ai envie de te dire, je suis très rationnelle, donc c'est très logique. Tu ne peux pas ressentir un sens profond quand ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. Le CDI, tu bosses pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Comment tu peux ressentir un sens profond? Alors oui, tu peux aimer ton CDI, tu peux aimer tes collègues, tu peux aimer... Mais derrière, l'entrepreneuriat t'apporte 10 fois plus parce que c'est quelque chose, en fait, c'est ton pourquoi puissant. Tu ressens un sens, tu sais que tu impactes la vie des autres, que tu plantes une graine dans ce monde, en fait, et que tu existes vraiment parce que tu as créé quelque chose qui t'appartient. Donc, tu penses qu'en fait, tout le monde doit devenir entrepreneur ou tout le monde peut devenir entrepreneur? Encore heureux, j'espère pas. Sinon, les entrepreneurs, on va faire quoi entre nous? Non, vraiment pas. On va se vendre des trucs. Ouais, c'est ça, on se vend mutuellement. Non, alors déjà, c'est une question... je vais essayer de ne pas me disperser parce qu'on peut aller très loin. Je vais te la reformuler. Comment tu fais pour savoir si quelqu'un a vraiment envie de devenir entrepreneur ou peut le devenir? C'est son pourquoi. Aussi simple que ça. Tu sais, j'ai refusé pas mal de clients dans mon programme qui viennent me voir, qui me disent « j'ai envie de lancer un business ».
Ok, mais pourquoi? Je pose 4-5 pourquoi pour vraiment tester la motivation derrière. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin facile. L'entrepreneuriat, c'est très dur. C'est encore plus dur que le salariat. Donc, si tu n'as pas un pourquoi ancré, puissant, tu ne vas pas faire long feu, finalement. Ouais. Tu vas lâcher. Donc, finalement, moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve, pour dire l'entrepreneuriat, c'est un monde de bisounours, l'argent va tomber du ciel, tout va bien, etc. Non. Mais quand tu as un pourquoi puissant, tu vas réussir. Et la réussite via l'entrepreneuriat, elle est incroyable. Incroyable. Ce sentiment d'accomplissement que tu ne peux jamais ressentir quand tu es salarié. Mais si tu es dans une zone de confort et tu ne souffres pas suffisamment pour passer à l'étape suivante qui est l'entrepreneuriat, je t'encourage pas à quitter ton CDI. Et moi, déjà, à la base, je n'encourage personne à quitter son CDI tant qu'elles n'ont pas testé l'entrepreneuriat en parallèle avec leur CDI. C'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai lancé des business en parallèle avec mes CDI parce que je voulais déjà, tester ma capacité à tenir dans le temps et deux, savoir si c'est quelque chose qui est fait pour moi ou pas. Et c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui se posent un peu la question, quoi. Alors, il y a le pourquoi, il y a l'envie, il y a la zone d'inconfort. Tout ce que tu dis, en fait, on pourrait l'appliquer au sport. Tu vois, c'est la différence entre les gens qui vont à la salle de sport ou faire du sport parce qu'ils ont envie de changer leur mindset ou leur corps et les gens, tu vois, qui se disent ça serait bien que je le fasse. Et tiens pas. Comment tu fais cette analogie? Parce que, allez, tu vois, à la salle de sport, je sais que tu fais énormément de sport, c'est accepter cette zone d'inconfort, se mettre en souffrance, c'est exactement, allez, à 90% le même process que l'entrepreneuriat. D'ailleurs, tu fais bien en fait de relever ce point parce que même sur mes réseaux, je parle énormément de sport parce que c'est très lié. Comme tu dis, c'est le processus de réflexion et l'atteinte des objectifs est exactement le même pour le sport comme pour le business. Tu vas faire 2 séances de sport, tu n'auras pas d'abdos, en fait, tu n'auras pas de muscles. Mais si tu fais 4 séances par semaine pendant 2 ans, là, tu es sûr d'avoir des résultats. C'est pareil pour le business. Tu as des gens, comme tu dis, qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est poster un reel, contacter un prospect et, je sais pas moi, et faire un site web et un logo. Tu es entrepreneur. Et tu as des gens qui savent que le processus, c'est un voyage qui prend du temps. Et limite, le processus, c'est sans fin. C'est constamment de l'amélioration. C'est constant, c'est de l'amélioration, c'est de l'apprentissage, c'est des tests, c'est du pivot, etc. Et le sport, c'est pareil. Le sport, tu ne vas pas faire du sport et tu t'attends à avoir des muscles. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, casser des croyances aussi, beaucoup de discipline. Et c'est exactement ça le business aussi. Alors, tu vois, il y a une chose qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui la vendent comme ça, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pour 900 €, je te crée ton site web, ton e-commerce, et puis c'est parti, tu vas devenir riche. Donc, il faut casser aussi ce paradigme-là. Totalement. Mais en même temps, l'espoir est plus important que le gain. Comment tu fais pour trouver le juste milieu entre « oui, vous pouvez y arriver, mais je ne vais pas t'expliquer toutes les difficultés parce que personne ne prendrait le pas ». Ouais. Waouh, exact. En fait, souvent, moi, j'enseigne quelque chose à mes clientes, c'est l'offre irrésistible quand tu lances un business. Et dans l'offre irrésistible, il faut minimiser les sacrifices et les efforts. Et bien évidemment, si tu maximises les efforts et les sacrifices, personne ne sortira la carte bancaire. À l'inverse, dans ta communication, il ne faut pas non plus mitonner. Parce qu'on n'est pas là, on n'est pas des bullshitters et encore moins, moi, je n'ai pas du tout envie d'être associée à cette image d'infopreneur sur les réseaux sociaux qui vendent du rêve. Donc moi, ce que je fais pour contrebalancer, c'est tout simplement communiquer sur mon expérience, ma vie, mes difficultés, mes échecs. Et en fait, j'ai beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, j'ai une audience qui me suit depuis plusieurs années et elles ont vu, c'est souvent des femmes, elles ont vu mon parcours en fait tout au long de ces années. Elles ont vu tous les business que j'ai lancés, les échecs, les victoires. Donc, elles savent que je ne suis pas une mytho, que voilà, je dis vraiment la vérité. Et donc, finalement, mon offre, effectivement, je t'aide à lancer, développer ton business en 90 jours. Je te mâche le travail et je te donne tous les outils pour que tu puisses y arriver. En revanche, il faut que tu sois proactive et que tu appliques mes conseils. Tu n'es pas sur ton canapé à manger des chips et tu penses que le business va tomber du ciel. Je suis hyper claire là-dessus parce que, ok, bien évidemment, si je ne parle pas de ça, je vais vendre plus. Mais 2, moi, ma priorité, c'est la satisfaction client. Moi, j'ai envie que la personne qui intègre mon programme, j'ai envie qu'elle soit convaincue et qu'à la fin du programme, limite, elle se dise « Waouh !»
ça a dépassé mes attentes. Je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est encore au-dessus, c'est encore mieux. Et Dieu merci, c'est souvent ce que j'entends et ce que j'ai aujourd'hui comme retour en fait de mes clientes. Donc effectivement, c'est la communication, c'est contrebalancé avec ta communication, d'être authentique, vulnérable quand il faut. Et à côté de ça, bien évidemment, il faut leur dire, je te marche le travail, mais c'est à toi de faire le travail, quoi. D'accord, ouais. Je te donne tout le process, je te donne mes années d'expérience. Ok. C'est un GPS pour toi, pour ton business, pour ta carrière. Mais si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Aussi simple que ça. D'accord. Concernant ton parcours, tu sais, quand tu as parlé d'échecs, de réussite, au début, tu sais, quand on lance une entreprise, je suis passé par là plein de fois, tu sais, as l'impression que tu vas avoir cette liberté. Parce que c'est ce qu'on te vend avec l'entrepreneuriat. Tu as une liberté d'impact, oui. Tu as une liberté d'existence et tu as une liberté de choix. Il y a un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, cette liberté-là, en fait, j'étais plus esclave de mon entreprise, de mes clients, et je me retrouvais à travailler H24 et à avoir 4 jours de vacances dans l'année. Comment tu as géré en fait ce cap-là, ou est-ce que tu l'as vécu ou pas du tout? Totalement. Tout le monde passe par là, je pense. Effectivement, ce que je dis, c'est un peu la transition. Tu es salarié, tu deviens entrepreneur et en fait, limite, tu passes à l'autre extrême. Comme tu dis, prisonnier de ton business. Tu deviens ton propre salarié. Tu deviens salarié de ton business. Et en fait, avec l'expérience, j'ai appris comment échapper à cette prison, à cette cage dorée, pour me connecter à la vraie liberté que je voulais. Attention, je pense que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, ça va leur parler. Souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, on pense quoi? On pense liberté, on n'a plus de patron, on est là, on voyage, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Alors que la liberté réelle, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, la liberté que l'entrepreneuriat m'apporte, c'est la liberté d'être soi-même, en fait. Et je pense que déjà rien que ça, c'est un luxe, d'être, en fait. La liberté d'être, de faire, de parler comme tu veux, de t'habiller comme tu veux. Aujourd'hui, je peux aller à un rendez-vous en basket, il n'y a personne qui me dit « mais pourquoi tu es en basket ?» Quand j'étais en CDI, alors là, je devais calculer mes faits et gestes, comment je parlais, comment je m'habillais, comment je m'exprimais. Et ça, c'est pas moi. Donc en fait, la liberté de l'entrepreneuriat, ça va au-delà de la liberté géographique, temporelle, financière, qu'on vous vend un peu sur les réseaux. C'est déjà la liberté d'être soi. Et pour répondre aussi à ton point très important, afin d'éviter d'être prisonnier de son business, il faut savoir aussi structurer, déléguer, pivoter, se remettre en question. Et c'est ce que j'ai appris à faire aussi tout au long de mon parcours. Au début, quand on devient entrepreneur, « Ah non, c'est mon bébé, je délègue pas, j'ai peur. » Non. Et donc forcément, tu bosses 24 heures et tu n'arrives plus à t'en sortir. Alors que si tu apprends déjà à déléguer un peu plus, en plus aujourd'hui on parle d'IA, tous mes processus sont automatisés, je peux très bien bosser 2 heures par jour et c'est OK. Si je bosse 16 heures par jour, c'est parce que je l'ai choisi. Et ça, c'est l'autre point de la liberté. C'est le droit de faire ce que tu veux sans demander la permission. Le droit de ralentir, d'accélérer, de stopper, de s'arrêter, de s'exprimer. Tout ça, pour moi, c'est la liberté que t'apporte l'entrepreneuriat finalement. Malgré les responsabilités que tu vas avoir, parce que quand tu es entrepreneur, tu es le premier et le dernier kilomètre. Je dis souvent, tu as des contraintes, mais tu as le choix de tes contraintes. Même au début? Alors... Au début, j'appelle ça le déséquilibre dans l'équilibre. Ouais, c'est plutôt ça. Tu es complètement déséquilibré au début, bien évidemment, parce que c'est là où tu dois tester plusieurs choses, tu dois savoir pivoter, tu dois comprendre comment le business marche, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Au début, il faut serrer un peu les dents, bien évidemment, et par la suite, tu vas pouvoir capitaliser sur ce qui marche et le faire avec la répétition et le volume. En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un jeu. Au début, tu testes, mais tu testes vite, d'accord? Ce que je dis à mes clientes, échouez vite. Ouais, échouez vite. Voilà, c'est vraiment prise de décision rapide, et échec rapide, tout doit être rapide. Même quand tu recrutes rapidement, tu vis rapidement, tout doit être rapide, c'est dans la rapidité. Et par la suite, tu trouves quelque chose qui fonctionne et tu la refais constamment avec la répétition et le volume. Si tu penses que tu vas faire ça une fois et que ça va cartonner, non. C'est le volume, en fait, qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que toi comme moi, on a atteint ce niveau, on va dire, où on sait ce qui marche, on a une ligne droite et on le refait constamment. Et c'est ça qui génère aussi des résultats. C'est la loi Pareto, tout simplement. Oui, exactement. Et question, tu sais, donc tu as ton temps, puis après, il y a quelque chose qui n'est pas lié à l'horaire, même si tu travailles 2 heures par jour, c'est la charge mentale. Ouais.
La charge mentale, pas la difficulté de la tâche, parce que ça encore, quand tu es salarié, tu as la même. Quand tu es entrepreneur, en fait, c'est la multiplication du nombre de domaines, tu vois, de financier, administratif, logistique, client, les enfants si tu as des enfants, le sport. En fait, c'est 15 domaines qui vont être gérés en simultané. Comment tu fais pour gérer cette charge mentale? Et quel conseil tu donnes pour gérer cette Je charge ne gère mentale? pas. Elle me gère. Tu la laisses arriver, tu dis allez, on voit. Elle me gère. Non, en fait, je pense que c'est l'habitude aussi. Tu sais, c'est comme le sport. Tu t'habitues ton corps à un effort élevé, bah, ton corps ne se plaint plus. Alors qu'avant, quand tu débutes le sport, tu as des courbatures. Pour, je sais pas moi, 10 squats, tu es au bout de ta vie. Aujourd'hui, tu fais, je sais pas moi, 20 tractions, 20 pompes d'affilée, tu ressens rien. Ouais, mais ça veut dire que tu n'es pas arrivé au prochain palier. Mais si tu en fais 30, peut-être que tu vas arriver à l'échec. En sport, on cherche toujours l'échec. Bien sûr, mais comment tu le fais? Est-ce que tu passes de 20 à 30 direct ou est-ce que tu fais 20, après la prochaine séance tu fais 22, après la prochaine séance tu fais 25, jusqu'à ce que tu arrives à 30. Au début, moi par exemple aujourd'hui j'arrive à faire 10 tractions. Pour une femme, c'est énorme. C'est énorme. 10 tractions. Mais toi, tu en fais pas. Mais je suis pas née comme ça, en fait. Je suis pas née en sachant faire des 10 tractions. J'ai commencé avec 1, puis 2, puis 3. Et à force de pratiquer, forcément, tu arrives à 10 tractions. Peut-être demain, si mon objectif, c'est de faire 20 tractions, bah, ça sera pareil, le même processus. Ouais, tu vas mettre un plan et tu Exactement. vas Et petit à petit, tu rajoutes une répétition. Et pas pareil pour la charge mentale. La charge mentale, au début, tu commences avec pas mal de choses et là tu sens que ton cerveau explose. Après peut-être tu priorises, parce que moi aujourd'hui si je priorisais pas, ben voilà. Déjà aujourd'hui je suis dans un podcast, il y a 2 semaines tu m'aurais contacté, c'était mort parce que j'avais d'autres priorités. Aujourd'hui voilà, cette semaine c'est un peu plus calme, je peux accepter des invitations, je peux boire mon café à 10h du matin dans une terrasse, mais c'était pas pareil il y a une semaine. C'est pas forcément le même planning. C'est juste question de savoir s'adapter, pratiquer, prioriser, structurer et surtout, je dis souvent à mes clientes aussi quelque chose de très important, ne pas se trouver des excuses. Parce que c'est facile aujourd'hui, oui, mais je suis fatiguée, non, mais si, mais je suis stressée, etc. Qui a dit ça en fait? Ton cerveau veut que tu te reposes, oui peut-être, mais ne laisse pas trop de pouvoir à ton cerveau de décider. Ouais, tant que en fait, beaucoup ne comprennent pas au départ, c'est que c'est la discipline qui prime sur la motivation. Totalement. L'imperfection prime sur la perfection, et l'imperfection prime sur l'inaction. Ce n'est pas, et c'est biologique encore une fois, c'est que tu ne fabriques pas de la dopamine pour être content, c'est une fois que tu es content, juste avant, 200 millisecondes avant, tu as eu ce petit shot de dopamine, mais il faut se lancer avant. Exactement. La question par rapport à les problèmes que tu as évoqués ou le temps, ça, c'est des choses connues, donc que tu arrives à planifier. Moi, c'est les imprévus. Je l'ai vu chez beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui commencent, c'est, tu sais, le besoin de contrôle, de dire, OK, et chez les militaires aussi, tu sais, ils ont toujours j'ai mon plan stratégique. Une fois que j'ai défini, c'est mes grandes lignes, mais sauf que je sais qu'une fois que je vais partir en mode opérationnel, tout ce que j'ai prévu, rien ne va se passer. Donc, en fait, il faut que je puisse réadapter. Sauf qu'en fait, quand on commence, on s'est dit, voilà mon plan stratégique, et puis on avance, et puis à la première droite, on tombe par terre. Et en fait, c'est ces imprévus-là, tu vois, qui arrivent, qui augmentent d'un coup la charge mentale, tu vois, les problèmes. Le client n'est pas content, problème de livraison, des choses comme ça. Comment, en fait, quel conseil tu donnes, tu vois, pour gérer ça? Bah, déjà, se préparer à ce que ça arrive. Souvent, tu l'as bien dit, souvent quand on commence, on a tendance à croire que tout va bien se passer. C'est point A, point B, ligne droite. Mais moi, même ma vie, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de planifier sa vie. Même les gens, ils me disent « Mais tu te vois où dans 5 ans ?» Mais j'en sais rien, en fait. Je vais au jour le jour. Pour l'instant, c'est le moment présent qui est certain. Et voilà, et je m'adapte, en fait. Je pense que la qualité numéro 1 d'un entrepreneur qui réussit, c'est sa capacité à s'adapter et à pivoter rapidement. Donc finalement, j'ai eu des journées, comme tu dis, je me réveille le matin, je me dis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et la journée ne se passe pas comme prévu, mais ça fait partie du processus, il faut en être conscient. Je pense que juste le fait d'être conscient que ça peut arriver, ça réduit un peu ton stress et ta surprise quand ça arrive. Tu n'es pas surpris. Donc je pense que chaque niveau dans la vie d'un entrepreneur vient avec son lot de problèmes et chaque niveau est différent
d'un autre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les problèmes que j'ai aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 5-6 ans, quoi. Il y a 5-6 ans, pour moi, c'était la mort. Le problème, quand ça arrivait, ben voilà, j'étais au bout de ma vie. Et là, j'en rigole. Je me dis, mais t'as stressé pour ce problème. Mais regarde tous les problèmes que t'as aujourd'hui. Énorme. Tu vois, donc au final, quand tu as du recul, tu te rends compte que les problèmes font partie du processus, les imprévus font partie du processus. Et je dis souvent aussi, tu peux ralentir, mais tu ne t'arrêtes pas. Tu peux réduire la cadence, mais tu ne t'arrêtes pas. Et souvent, les entrepreneurs qui débutent, dès qu'il y a un obstacle ou un problème, c'est pas fait pour moi, j'arrête tout, je suis en panique, je déprime. Non. Ouais, l'inaction. L'inaction. Ou la réflexion. L'immobilisme, ouais, c'est ça. Se cacher derrière, je vais revoir la stratégie, alors que non, le combat est en cours. Exactement, juste avance. Et tu sais, il y a quelques années, quand je commençais, en parlant de ça, c'était... En fait, tu te fies, en fait, à savoir quand est-ce que tu as passé une bonne journée ou pas. Dire que, tu vois, moi, j'essayais d'éviter les problèmes. En me disant, j'ai un problème, je le règle tout de suite. Oui. Parce qu'en fait, pour moi, la journée parfaite, c'est de ne pas avoir de problème. Et puis, j'avais un ancien qui était entrepreneur depuis de longues années, qui gère une très grosse boîte du CAC 40. J'ai eu l'honneur de déjeuner avec lui. Et je lui dis, j'en ai marre, j'ai des problèmes là-dessus, la trésorerie et les trucs comme ça. Puis, il me regarde calmement. Et il me dit, et je lui dis, c'est chiant, quoi. Il me dit, mais c'est quoi ta journée parfaite? Je lui dis, j'aimerais ne pas avoir de problème. Je lui dis, mais clairement. Il me dit, mais tu es en train de tuer ton métier si tu n'as pas de problème. La base d'un entrepreneur, c'est la gestion de problèmes. Exactement. Et c'est de trouver des solutions à des problèmes. C'est même la raison d'être d'une entreprise. Et il me dit, comment tu sais que tu as passé une bonne journée, une mauvaise journée? Depuis qu'il m'a donné cette astuce-là, je la garde. Je lui ai dit, si j'ai pas de problème. Il me dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je lui ai dit, toi, tu fais comment? Il me dit, j'ai fixé à 15 problèmes. En dessous de 15 problèmes, c'est une bonne journée. Au-dessus de 15 problèmes, c'est une mauvaise journée. Donc, ce qui fait que d'un coup, émotionnellement, tu sais quand est-ce que c'est la merde. Et tu sais quoi? J'ai gardé 15 depuis. C'est pas mal comme conseil. Mais c'est vachement bien. Donc, tu vois, quand j'ai 25, j'ai le droit d'être énervé en fin de journée. En me disant, c'était une journée de merde. Mais tu sais, ce que là, ça fait, c'est que tu as changé tes attentes. Quand tu commences tes journées avec une attente d'avoir zéro problème, tu es sûr que tu vas passer une mauvaise journée. Parce qu'il n'y a pas une journée sans problème dans la vie d'un entrepreneur. Mais si effectivement tu calibres tes attentes en disant, si j'ai 15 problèmes, c'est une bonne journée. Tu les gères. Et d'un coup, tu les gères avec énormément de bienveillance, tu les acceptes. Donc, ce qui fait qu'en fait, et un problème pour un entrepreneur, c'est une super opportunité. Quand ça arrive, ça te dit, OK, tiens, tu vois la direction où tu vas, c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, c'est là où tu peux te dire, je tourne à droite, à gauche, en haut ou en bas. Donc, c'est c'est une petite astuce j'aime bien. Qui m'a vachement aidé. Et je le vois chez beaucoup de jeunes entrepreneurs. C'est toujours le réflexe, non, mais mon plan était parfait. Mais ça, c'est un complexe d'ego. Avance, ça se passera bien. C'est l'ego, exactement. L'ego joue beaucoup. Mal placé, ouais. Un point important aussi qu'on a chez les entrepreneurs, c'est la décision. Tu sais, il y a un sentiment moi que j'ai connu, mais que je vois souvent, dire qu'en fait, tu te retrouves seul face à la décision. C'est ce poids décisionnel. Comment tu l'as vécu et comment tu prépares les gens à ça? Effectivement, c'est dur. Parce que tu as énormément de responsabilités sur les épaules. Et en tant que femme, encore plus, parce qu'on n'est pas habitué à prendre des décisions, et encore moins seule. Donc la solitude décisionnelle, c'est un poids dans la vie d'une entrepreneur. Mais j'ai appris à l'accueillir aujourd'hui. J'ai appris à le voir comme limite une qualité, parce que ça m'a permis de gagner en confiance. Vraiment. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'estime en moi, confiance en moi, parce que je me dis, les gens, en fait, comptent sur moi. J'ai une équipe, mon équipe compte sur moi, j'ai des clientes, mes clientes comptent sur moi. Donc, je suis devenue une vraie leader. Et la solitude décisionnelle te permet, en fait, d'atteindre un niveau dans ton leadership qui est incroyable. Et ça impacte aussi tous les aspects de ta vie. L'aspect personnel, l'aspect sportif, l'aspect familial, amical. Et je trouve ça incroyable de compter que sur soi, en fait, pour avancer. Ça te permet d'avoir une force mentale, une résilience, une confiance, et ça te change en tant que personne. Alors oui, c'est dur au début, mais quand tu commences à, encore une fois, t'habituer, et tu le vois aussi d'une autre manière, d'une autre perspective, pour moi, c'est une vraie qualité. Donc là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as aucune problématique à prendre des décisions importantes. Je dirais limite, c'est encore pire. Je n'arrive pas à demander l'avis de quelqu'un pour prendre une décision. Tu sais ce qu'on dit sur la décision, c'est si tu veux prendre une mauvaise décision,
demande à plus de 3 personnes et tu es sûr de prendre une mauvaise décision. Ou de ne rien faire, exactement. Ou de ne rien faire. Exactement. Ouais. Non, mais... T'étais comme ça avant? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai grandi dans une famille conservatrice qui me surprotégeait. J'avais peur de tout. Pas du tout. Mais je me suis rebellée un peu tard. Mais cette rébellion m'a permis aujourd'hui de gagner en force mentale, physique aussi, enfin d'être moi-même, d'être alignée aussi. Après, attention, quand je dis je demande l'avis de personne, je suis quand même... Enfin, la différence entre une vraie bonne leader ou leaduse et une mauvaise leader, c'est une personne qui va sur son autoroute et qui s'attend à ce que son entourage, son équipe, ses clientes la suivent, alors que moi, pas du tout. J'ai ma décision en tête, mais je vais quand même non, tu prends la vie en considération. Parler, mais ça ne va pas mais forcément impacter. La décision, c'est pas un vote. Exactement. C'est pas on est 5 et c'est la majorité qui... Et mon équipe apprécie énormément parce que je les fais participer dans mon processus de décision. Je leur dis, écoutez, voilà, aujourd'hui, j'ai une stratégie pour ce mois. C'est option A, option B. Qu'est-ce que vous pensez de l'option A? Qu'est-ce que vous pensez de l'option B? Et par la suite, je donne aussi mon avis. Et en fait, on travaille vraiment en équipe. Je ne suis pas là, la boss qui décide et là, vous me suivez. Mais à la fin, bien évidemment, la décision me revient. Tu es dans un métier de communication. Beaucoup. Donc maintenant, tu t'es rebellé, rebellé mais positivement. Oui. Tu existes et tu es aligné avec toi-même, mais tu n'étais pas la personne d'avant. Est-ce que tu as développé une sorte de schizophrénie? Est-ce que tu as changé? Ou est-ce qu'en fait, tu as la Lady Z, chef d'entreprise, qui fait ses coachings, et Zineb dans la vraie vie? Est-ce que tu as un style naturel, un style adapté? Est-ce que c'est la même personne? Parce que tu vois où je veux en venir. Oui. Bonne question. Je pense que je suis la même. Il y a une légère différence, je pense, sur les réseaux. Et je pense qu'on va en parler. Les réseaux, je me bats encore entre être moi-même et montrer ce que je dois montrer. Je n'ai pas grandi avec un téléphone, avec des selfies, avec Internet. Donc forcément, j'ai appris sur le tas et j'apprends encore et j'essaie d'évoluer avec ma génération, enfin même pas ma génération, la génération d'après, voire 2 générations d'après. Donc forcément, c'est quelque chose que j'essaie de travailler au quotidien. Mais si on parle de la vraie vie, je pense que je suis la même parce que j'ai eu quelques soucis, que ce soit dans ma vie amoureuse, amicale. Les gens me trouvent très autoritaire, beaucoup trop leader, beaucoup trop... too much. Beaucoup trop, aussi simple que ça. Et donc forcément, je pense que c'est cet aspect entrepreneurial, femme, voilà, qui doit gérer son business, qui doit gérer les problèmes, qui justement impacte ma personnalité en tant que Zineb de la vraie vie. Tu l'as beaucoup d'entrepreneurs qui, à un moment, en fait, au départ, c'est toi qui portes l'entreprise. C'est-à-dire que tes propres valeurs, tu les projettes sur l'entreprise. Ouais. Et arrivé à un moment, tu ne sais pas comment tu as fait pour en arriver là, mais en fait, c'est l'entreprise qui t'impacte en fait sur le perso, tu vois, c'est comme si ça te bouffait, tu vois, c'est Hulk et le docteur Banner. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça apparaît, tu n'as pas le contrôle, ça crée des dérives, mais après, ça fait partie de l'évolution. Je pense, encore une fois, quand on est entrepreneur, on mange, on dort, on respire business. C'est pas comme si quand tu es salarié, à 17h, 18h, tu coupes et tu ne penses plus au taf. Nous, à minuit, si j'ai une urgence, j'ouvre mon PC et je bosse, quoi. Donc, je pense que c'est... Ouais, on n'échappe pas à ça en tant qu'entrepreneur, c'est impossible. C'est un sacrifice personnel. Parce que les gens ils doivent réaliser au départ. Il y a une image que j'aime beaucoup, tu sais, c'est la poule, elle donne un œuf. Tu vois, c'est le salarié. Donc elle s'impacte énormément dans le business. Puis tu sais, tu as le plat qu'on appelle le steak à cheval. Tu sais, tu as un steak et tu as l'œuf dessus. L'entrepreneur, lui, c'est le steak, c'est le bœuf. Il donne sa vie pour son entreprise. Donc, ce sacrifice-là, il est très important. Il faut en avoir conscience au départ. Alors, c'est vachement bien. C'est parce que la résultante, tu as parlé d'existence, il y a aussi d'impact. Moi, j'avais envie d'avoir un impact, tu vois, dans ma vie, de croiser des gens, de faire des choses extraordinaires. Ça te le permet de fou. Mais c'est vrai que, bon, après, il y a des choses qui a un package qui va avec. Totalement. Je pense aussi, tu sais, c'est pas une mauvaise chose parce que, certes, ton cercle devient petit, vraiment. Il y a plein de gens qui ont quitté ma vie depuis que je suis entrepreneur parce qu'on n'était pas forcément alignés ou parce que
je leur apportais plus ce qu'ils m'apportaient, ou je m'ennuyais, ou puis peu importe. t'as évolué Voilà, aussi. j'ai évolué, du coup, forcément, je mais à suis pas une alignée vitesse fois 1000. de fou. Genre, moi, aujourd'hui, 2026, c'est pas la moi de 2024. Juste en un an, tu changes, mais drastiquement. Et en plus de ça, moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que quand tu attires des personnes dans ta vie, bah, clairement, ce sont des personnes, on va dire, qui t'apportent énormément, qui t'aident, limite, à évoluer encore plus, et ce sont les bonnes personnes. Tu ne perds plus ton temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas de distraction. Même quand je vais manger avec une copine ou un pote, je sais que je vais ressortir de ce dîner, le cerveau plein. C'est pas... besoin d'apprendre. J'ai besoin d'être stimulée constamment. Et même quand je lis un livre le soir, je dois apprendre des choses. En fait, tu deviens addict à l'apprentissage. C'est comme la dopamine, en fait. Tu as des gens qui scrollent sur les réseaux, qui regardent des vidéos du monde, mais jamais de la vie je fais ça. Jamais de la vie. Pour moi, mon temps est tellement précieux. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie d'avancer. Et ouais, je suis un peu un bonhomme dans ma manière d'être parfois. Mais c'est vrai que je suis addict à cette dopamine d'apprentissage, quoi. Question personnelle pour toi, Zineb. Parce qu'en fait, quand tu es un homme entrepreneur, tu vois que tu es successful, que tu as un bon poste social, c'est une très belle qualité pour les femmes. Je sais où tu veux en venir. On inspire la sécurité, donc forcément, tu vois, ça va rassurer les femmes. De l'autre côté, c'est comment ? C'est catastrophique. C'est ce que j'allais dire, parce que pour certains hommes, ça doit être castrateur. C'est compliqué. Il faut trouver une personne, effectivement, qui... Je pense que c'est un critère hyper important, de trouver une personne qui va accepter ce côté chez toi. Mais c'est aussi à moi d'équilibrer ce côté bonhomme que j'ai dans le business. En couple, je suis consciente, en fait, de mon énergie. C'est-à-dire que mon énergie en couple, je dois un peu la contrôler. C'est pas naturel, mais j'essaye aussi d'être cette femme douce, présente, à l'écoute, parce que je sais que c'est important pour un homme. Un homme n'a pas besoin d'avoir un associé à la maison, ce que je peux totalement comprendre, et je ne juge en aucun cas. C'est-à-dire quand un homme me dit « je préfère une meuf qui ne bosse pas », je peux le concevoir, je peux le comprendre. Parce que un homme, il va au charbon, il bosse, machin, il rentre à la maison, il a une meuf stressée, fatiguée, qui parle business et qui gère ses finances. Enfin, non, tu vois, biologiquement, c'est pas trop compatible, quoi. Donc, oui, j'ai fait le choix d'être cette femme indépendante, alignée, entrepreneur, etc. Mais à la maison, il faut aussi que je sois cette femme connectée à son énergie féminine. Comment je fais ? Tout simplement, 1, je suis consciente, et 2, je vais aussi pratiquer des choses qui vont me reconnecter à mon énergie féminine. Je vais, par exemple, danser, je vais essayer de cuisiner de temps en temps. Alors, je déteste cuisiner, mais voilà, je vais essayer de cuisiner. Donc, en fait, t'es pas trop naturelle. J'essaie. Au bout de 10 minutes, ça revient au galop. Je vais ouvrir mon PC, Viens, on va faire un business plan, me casse pas les pieds. Mais à côté de ça, je ne peux pas être avec un homme avec qui je ne peux pas parler business, investissement. En fait, ton niveau d'exigence, il est très high. Donc, en fait, c'est soit il a la même énergie, mais pour lui, il faut qu'il ait encore plus d'énergie, parce que sinon, il ne peut pas être l'homme protecteur dont la société a besoin. Ouais. Et puis, en même temps, faut que ce soit vif. Totalement. Parce que toi, t'as de la dopamine tous les jours sur des sujets où Mais je me suis rendu compte d'une chose, les hommes faibles, oui, je leur fais peur, oui, ils veulent pas forcément être avec une femme comme moi, etc. Et j'en veux même pas, tu vois. Mais les hommes qui vont être, là, genre qui ont réussi, qui savent, ils veulent pas être avec une plante verte non plus, tu vois. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu lances des business, tu te fais toujours critiquer par des gens qui vont jamais rien lancer. Exactement, qui sont en dessous. Steve Jobs. Toujours été encourageant. Des gens qui ont fait des choses, moi je l'ai vu dans ma vie, des gens qui ils n'avaient pas besoin de me donner l'heure. Et puis en fait, tu commences ton truc, ils te disent c'est vachement bien ce que tu fais. Bien tu sûr. vois, et c'est des gens qui sont, tu sais, c'est comme au foot. Ouais. Un joueur de foot critiquera jamais un autre joueur de foot, mais le mec dans son salon, tu vois, avec son coca et ses chips, il va dire qu'il court pas assez vite. Bien sûr. Fait pas de sport. Totalement. Et c'est vrai que si t'as pas des gens qui sont au-dessus, ça peut être compliqué. Ouais. En tant que femme, je suis très claire sur ce critère-là. Un homme doit être mieux que moi. Sur tous les aspects de la vie, hein, que ce soit sport, argent, business, intellect. Donc il faut qu'il fasse plus de traction que toi. Ah, ça c'est sûr. Si déjà ça, il n'y a pas. Donc entrepreneur, business, vif d'esprit et minimum 11 tractions. Mais ça existe, tu sais. Ça existe. Non, ça existe.
Ça existe. La preuve, je suis en couple depuis 3 ans. Donc, je pense que voilà, je suis avec un homme qui a ces critères-là aujourd'hui, mais je sais que par moment, c'est pour ça que je suis hyper consciente de ce qui peut, voilà, ce qui peut déranger, parce qu'il m'en parle ouvertement. Il me dit, je ressens ton stress au quotidien, c'est compliqué. Parfois, même pour lui, hein, une personne qui est au-dessus, qui fait plus de traction que moi, ce que tu veux, bah, parfois, c'est pas trop agréable d'être avec une femme constamment stressée, constamment en train de bosser. Est-ce que tu as le temps de regarder un film? Ben non. Je préfère regarder un podcast. Tu vois, je préfère lire un livre. J'ai pas le temps juste voilà, de cuisiner, par exemple. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Après, à côté de ça, je pense aussi, je pense que je suis en survie parce que je refuse de dépendre d'un homme à 100%. Et c'est dur, hein. C'est dur de juste lâcher prise. Ouais. C'est dur. Ouais. Tu peux pas, parce que je suis une femme divorcée, par exemple. Je te donne un peu trop d'infos sur moi, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Je les utiliserai pas contre toi, t'inquiète pas. Non, mais tu peux, en vrai, j'ai aucun tabou, mais c'est-à-dire que quand tu as été déçu déjà une fois, tu peux pas dépendre à 100% d'un homme. C'est impossible. Ouais, ta confiance est très dure à redonner par la suite. Ouais. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Et à côté de ça, quand tu goûtes au sentiment d'accomplissement, à ce que toi, tu es capable de créer avec ta propre vie sans dépendre de quelqu'un, tu peux pas faire marche arrière, c'est impossible. Non, c'est clair. Par rapport à ce lâcher prise, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont très exigeants. Des fois, c'est difficile de montrer la réalité et c'est une mise en scène constante. Comment tu fais pour gérer ça ? Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce que effectivement, tu es constamment partagé entre qu'est-ce que je dois montrer et qu'est-ce que je veux montrer. Et en fait, j'ai compris quelque chose qui marche aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'avant, c'est l'authenticité, la vulnérabilité et de ne pas essayer d'être comme quelqu'un d'autre. Souvent, on a tendance à vouloir être lisse quand on débute les réseaux sociaux, et c'est un peu mon combat aussi avec mes clientes. Elles veulent être lisses, elles ont peur des commentaires négatifs, qu'on les juge, etc. Donc forcément, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont créer du contenu qui plaît, entre guillemets, qui va pas. Alors qu'aujourd'hui, ce qui marche, c'est la controverse. C'est justement tout l'opposé. Et moi, aujourd'hui, je m'amuse un peu avec ça. Même, tu sais, comme je te dis, j'ai pas de tabou. Quand je parle sur mes réseaux, j'ai zéro tabou. Et c'est ça aussi qui plaît. Parce que quand quelqu'un t'écoute et est d'accord avec tes propos et ce que tu dis, et tu as gagné un fan / client / tout ce que tu veux toute ta vie, quoi. Cette personne va rester, en fait, parce qu'elle est d'accord avec tes valeurs profondes. Mais si tu essaies d'être lisse, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te contredire, parce que c'est pas toi. Un jour, tu vas dire ça, l'autre jour, tu vas dire autre chose, et tu vas créer une audience pas du tout qualifiée, une audience qui ne va pas s'attacher à toi, finalement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je me suis un peu détachée du jugement, détachée des commentaires négatifs. Je m'en fous complet. Donc, ce que je fais, c'est que je suis moi-même, et je dis ce que je pense. J'ai 36 ans, je ne me vois pas être maman. C'est très critiqué sur mes réseaux en tant que Marocaine. C'est très critiqué. Donc, à chaque fois que j'en parle, voilà, j'ai des hommes, oui, tu vas pleurer quand tu auras 60 ans, sans enfant, machin. OK. Mais j'en parle parce que c'est moi, c'est mes opinions, c'est comment je pense aujourd'hui, donc je communique et je transmets ça. Et donc forcément, qu'est-ce que ça fait? Ça attire une audience hyper qualifiée qui s'attache à moi parce que je dis tout haut ce qu'elles pensent tout bas. T'as plein de femmes qui ne veulent pas... s'identifier, ouais. Bien sûr, t'as plein de femmes qui ne veulent pas d'enfants mais qui cèdent par pression ou par... culture ou religion ou peu importe. Mais moi aujourd'hui, voilà, je le dis haut et fort, je ne veux pas d'enfants. Est-ce que c'est grave? Non. Et donc, forcément, je suis un peu la porte-parole ou le porte-parole d'un groupe de femmes qui n'osent pas dire ça. La déléguée de classe de ce sujet-là. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on ne montre jamais sur les réseaux sociaux concernant la réussite? Les échecs. Parce que souvent, on voit les réseaux sociaux, on voit la belle voiture, la belle maison, l'argent, les fringues, etc. Mais on ne voit pas toutes les années d'avant où tu as pleuré, tu as souffert, tu as douté. Même pendant que... Enfin, là, on construit tous les deux et on doute encore, on pleure. Enfin, moi, en tout cas, je pleure quasiment tous les jours. Et c'est OK, ça fait partie du processus. Je pense qu'on ne montre pas suffisamment ça. Comment ça se fait? C'est pas vendeur? Parce qu'en même temps, tu l'as dit,
se faire détester, les haters, c'est très rémunérateur sur les réseaux sociaux en termes de vues. C'est les algorithmes qui favorisent. Donc, mais en même temps, ça aiderait, non? Moi, j'en parle. J'en parle sans aucun tabou. En fait, comme je t'ai dit au début, je refuse d'être mise dans la case des bullshitters d'Internet, d'Insta, parce que moi, j'ai construit mon business et j'ai construit ma vie pendant des années et des années. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, à aucun moment, je vais vous dire, j'ai la recette miracle, magique, qui va vous faire gagner de l'argent. C'est pas moi et je n'y crois pas. Parce qu'en fait, ce qui risque de se passer quand tu fais ça, c'est que toi-même, tu n'es pas aligné avec ce que tu transmets, ce que tu crées. Donc, ça a une date limite. Ça va pas durer. Et par rapport à ça, des fois, tu n'as pas l'impression de te trahir par rapport, tu vois, à tes valeurs, tes principes, et par rapport à des fois la mise en scène qu'on doit faire sur les réseaux sociaux. Non, parce que je parle aussi du côté sombre de l'entrepreneuriat. Je parle de mes échecs du passé. Je parle de tous les business que j'ai créés, qui parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Donc oui, j'en parle. Et je pense que c'est ça qui m'aide aujourd'hui à être totalement alignée avec ce que je crée et ce que je communique et même ce que je vends. Parce que la vente, c'est dur quand tu n'es pas aligné finalement. C'est très difficile, surtout quand tu es dans de la transmission et de l'accompagnement. Si tu n'es pas aligné et que tu n'aimes pas les gens, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Après, j'ai échangé avec un général des forces spéciales et parler de ces échecs, ils ont, tu sais, ce qu'ils appellent les retours opérationnels. Mais toujours, en fait, quand tu as un succès ou quand tu as un échec. Parce qu'il faut que tu saches pourquoi ça n'a pas marché. Mais il faut aussi savoir pourquoi est-ce que ça a marché. Et on parlait de ça, il me dit « Ouais, mais entre entrepreneurs, vous ne faites jamais ça. » Et je lui dis « C'est vrai, on ne fait jamais ça. » Je lui dis « Mais tu vois, une interrogation, c'est qu'en fait, ceux qui disent, tu vois, par exemple, qui parlent de leurs échecs, en général, c'est qu'ils sont déjà arrivés. Et c'est vrai que si au départ, tu vois, tu es en phase de ces choses-là, j'ai l'impression que d'un coup, sur un public non aguerri, d'un coup, tu sais, ça perds en crédibilité. Ouais, mais de fou, mais de fou. Je pense que c'est aussi les mentalités. Tu sais, la mentalité, on va dire, américaine versus la mentalité française, elle est super différente. Moi, j'encourage beaucoup ce que j'appelle le build in public. Genre, c'est ce que je dis à mes clientes parce que quand elles commencent un business, mais je poste quoi? J'ai pas de retour client, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas d'expérience. Bah, tu construis avec ta communauté, tout simplement. Tu construis ton business avec ton audience et en fait, tu documentes. Et moi, aujourd'hui, je te promets, je pense que si c'était à refaire et si j'avais les réseaux sociaux quand j'avais commencé le business il y a 12 ans, j'aurais rêvé documenter, mais vraiment tout de A à Z. Que ce soit mes échecs, mes doutes. Parce que c'est génial en termes d'appartenance. C'est génial. Et au contraire, les gens s'attachent parce que quand tu vas lancer un produit, imaginons tu lances une marque e-commerce ou un produit, une marque de vêtements, et tu documentes tout ton processus avec tes échecs, tes doutes, tout ce que tu veux. Quand tu sors le produit, les gens limite ressentent qu'ils ont créé le produit avec toi. Donc limite, ils sont responsables. Ils se disent, je vais l'acheter parce que j'ai suivi toute l'aventure. C'est génial de faire ça. Donc par exemple, je te donne un exemple. Aujourd'hui, je suis en train de construire un SaaS. Et je documente tout. Un SaaS sur quoi? C'est l'exclusivité du podcast, là. Donc, en fait, c'est un SaaS vente destiné aux infopreneurs et aux coachs en ligne, aux agences aussi, ce qui va faciliter tout le processus, en fait, de tracking KPIs et data. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a beaucoup de mal à traquer la data facilement. On utilise 15 000 logiciels, on a des coûts super élevés par mois, que ça soit, par exemple, je te donne un exemple, un Zoom, un Calendly, un CRM, genre j'utilise HubSpot, ça me coûte 100 € par mois, j'utilise Jotform pour les formulaires, et en fait, mon logiciel rassemble tout ça dans un seul logiciel, c'est un CRM tout en un, exactement. Ok, cool. Voilà. Tu le lances quand? Le MVP sort le 30 janvier. Donc bientôt, on va lancer ça sur 100 bêta-testeurs. On va tester, bien évidemment, tu connais les SaaS, c'est jamais linéaire, c'est jamais sans problème. Les 3 premiers mois, c'est toujours... voilà. Aussi, on va tester la cybersécurité. Enfin, tout ça, c'est hyper important puisqu'on parle aussi de business. On va lancer le test pendant 3 mois et après, on lance la version finale d'ici, on va dire, mai-juin. Top. Une nouvelle aventure qui va commencer. Oui, exact, parce que à force d'accompagner des entrepreneurs, je ressens le besoin en fait, de créer quelque chose pour eux. Donc, moi, je suis ingénieure à la base, donc technique à la base, et j'ai toujours été attirée par ce côté un peu logiciel, plateforme, SaaS, mise en relation. C'était la dernière question que j'allais te poser qui était... Elle n'est pas provocatrice. Parce que je peux tout me poser, t'inquiète. Mais en fait, c'était quand tu as l'âme entrepreneur,
Et toi, tu es sur un business, tu vois, d'accompagnement et de transmission, qui est vachement bien. Parce que tu aides à ce que les plantes grandissent et leur donner, tu vois, l'engrais nécessaire, leur expliquer comment faire les choses. Ce qui est un très beau business de partager l'expérience. Mais on ne peut pas être retraité en entrepreneur. Tu vois, et quand tu es coach, tu vois, est-ce que ça ne te manque pas d'être sur le terrain? Tu vois, de se dire, vous savez quoi, je vous ai donné des conseils, ok, c'est cool. Mais j'ai envie de retourner à la bagarre moi-même pour moi. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu vis comme moi, je te le dis, ou pas du tout? Tu vois, on peut avoir des avis je pense différents. C'est pour ça aussi que j'essaie de créer d'autres business à côté. Je fais encore et je le ferai toujours. Hein, le business de l'accompagnement, je ressens un vrai sens et je sais que je suis faite pour ça. C'est quelque chose qui me plaît profondément de changer des vies, d'impacter des vies. Mais effectivement, comme tu dis, je pense, tu sais, quand quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie ou quel business tu as, et là, tu es là en mode, j'accompagne des gens, je coach, c'est trop bien. Mais les gens, comme tu dis, ne te mettent pas forcément dans la catégorie entrepreneur, t'es pas joueur. Chef d'entreprise. Exactement. Si je fais l'analogie du foot, les joueurs exceptionnels font rarement des coachs exceptionnels. Les plus grands coachs, c'est des anciens joueurs, tu vois, soit moyens, soit ils n'étaient pas joueurs. C'est pas les mêmes métiers. Faut choisir. Après, t'en as qui sont capables de faire les deux. Mais moi, je fais les deux. Et moi, je pense que je suis bonne dans les deux parce que avant d'être coach, j'ai été entrepreneur, vrai entrepreneur. Ça, t'es obligé, ouais. En fait, je pense que c'est ça ma différence quand tu me compares à mes concurrents. Je suis entrepreneur terrain. J'ai été entrepreneur terrain. Et encore aujourd'hui, j'ai la vision entrepreneur terrain. Donc, mes conseils aussi. C'est-à-dire que là, quand je vois mes concurrents, quand ils conseillent des gens, c'est beaucoup sur la théorie, c'est beaucoup du ChatGPT, c'est beaucoup des choses. Est-ce que c'est faisable réellement ou pas? Est-ce que ça donne des résultats réels ou pas? Moi, je les ai testés. Je les ai testés sur mes business. Ça fait 12 ans que je lance des business. J'ai lancé tout type de business, que ce soit marque e-commerce, que ce soit coaching sportif, que ce soit des plateformes SaaS. J'avais une application mobile en Espagne. J'avais une agence marketing SMMA. J'ai fait tout type de business. Donc toi, quand tu vas me parler de ton business, je sais exactement la faille. Où est-ce que qu'est-ce que tu dois éviter comme erreur? Qu'est-ce que tu dois faire comme stratégie pour pouvoir atteindre tes objectifs? Donc finalement, j'ai une force de frappe, on va dire, qui est beaucoup plus avancée que celle de mes concurrents. Ouais, je comprends, mais à côté, j'ai encore cet esprit entrepreneurial, j'ai encore envie de créer des choses. Donc oui, je vais rester dans l'accompagnement, je vais accompagner, mais aujourd'hui, mon business est assez stable. On va dire que j'ai gagné en autorité et en visibilité et je suis quand même considérée comme une des références du business, du coaching business, mais la Zineb profonde a envie d'entreprendre autre chose et c'est pour ça que je lance un SaaS qui va être le business de mon année 2026. Quoi. Alors la petite rigolade, tu as dit que si à l'époque tu avais lancé ton business et qu'il y avait les réseaux sociaux, tu l'aurais documenté. Tu vas le documenter là? C'est ce que Totalement. Je suis en train de tout filmer. Alors, effectivement, on va lancer la communication après le MVP parce que, bien évidemment, il faut un CTA pour rediriger les gens et là, le CTA n'est pas encore prêt. Donc, je n'ai pas envie non plus de commencer sans... Voilà, j'ai aussi une audience, donc je ne commence pas de zéro non plus. Donc, forcément, ça m'aide. Mais effectivement, quand j'ai des réunions avec mes développeurs, je filme. C'est quoi, comment j'ai eu l'idée, etc. Donc, tout va être documenté. Ça va être sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Insta. Donc ouais, cool. Eh ben, en tout cas, félicitations pour cette nouvelle aventure. Merci. On ressent le bonheur que tu vas avoir. Ouais. Merci d'être venu. Mais merci à toi. C'est un très bon moment. Et ravi de te revoir à la prochaine. Bah oui, à bientôt et bon courage. Merci à toi. À bientôt. Merci.